Bonjour à tous, je suis Éric de Chassey, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici ce soir, de vous accueillir aussi nombreux. Il y a eu ce matin une espèce de petite hésitation pour savoir si ce type de manifestation rentrait ou non dans les manifestations qui étaient autorisées dans les établissements d'enseignement supérieur, puisque c'est ce qu'est officiellement l'INHA, bien que nous dépendions également du ministère de la Culture, et la décision a été rapidement prise à condition que nous n'organisions pas de cocktails, de fêtes dansées ou je ne sais quoi. En tout cas, ce type de manifestation qui rentre pleinement dans nos missions, à la fois culturelles et scientifiques, pouvait effectivement se tenir. C'est pour moi l'occasion de souhaiter de façon très officielle la bienvenue à l'équipe de jeunes chercheurs Kinetras, l'association Kinetras, qui va passer 4 mois à l'INHA, dans la rotonde, dans la salle Longhi qui est dédiée à ce que nous appelons depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est la 5e association qui est accueillie, l'INHA Lab, qui aurait dû commencer, comme c'est marqué sur le petit flyer qui est ici, début mars. Je crois qu'il devait commencer le lendemain ou quelque chose de ce type-là de l'annonce officielle du confinement. Donc évidemment, ça a reporté cette résidence. Je suis heureux que ça n'ait été que partie remise et que l'automne soit plus favorable, même si l'automne n'est pas totalement idéal encore. Mais que donc pendant 4 mois, cette association qui est portée par des jeunes chercheurs de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle puisse être présente ici, comme chaque association qui est invitée, à la fois pour y travailler s'ils en ont envie, d'avoir un espace commun pour y être hébergés, pour y présenter des manifestations, pour y faire des invitations. L'INHA leur fournit à la fois un soutien logistique, un soutien technique et un soutien en termes de communication et d'organisation des manifestations. Tout ça est important pour nous parce que nous croyons en une histoire de l'art qui n'est pas seulement faite par des chercheurs confirmés, mais aussi par des jeunes chercheurs. Et je rappelle que cette invitation est une invitation à des collectifs de jeunes chercheurs et que très volontairement, quand j'ai mis en place ce principe, je n'ai pas voulu définir ni ce que c'était jeune, ni ce que c'était chercheur, avec l'idée que ce soit le plus ouvert possible. Il y a finalement eu une petite restriction, c'est qu'il faut que ce soit des associations déposées qui bénéficient d'une personne morale, parce que sinon on ne peut pas déléguer un certain nombre de choses, c'est juste une restriction administrative. Je le dis parce que c'est important que des associations candidates à cette résidence soient présents, soit originaires de Paris, soit de la région parisienne, soit d'ailleurs, avec des domaines de recherche extrêmement variés. La première session, nous avions présent l'association des alumni du magasin de Grenoble. Il y a eu ensuite d'autres associations, l'association Imago qui travaillait autour de l'archéologie des médias imaginaires, l'association Atamas qui travaillait sur les liens entre art et antipsychiatrie, et puis l'association Marco Valdo en dernier lieu, il y a déjà 1 an pratiquement, avec leur projet Lieu de l'art. Je vous laisserai parler plus de votre association et de ce que vous comptez faire pendant ces 4 mois. Je voudrais dire ma joie particulière d'accueillir ici Bertrand Mandico, ou plutôt pas de l'accueillir moi directement, puisque c'est ce que j'ai découvert en découvrant comme vous aussi le programme de cette première séance. Je vais essayer de ne pas trop parler de Bertrand Mandico non plus, même si j'en ai assez envie, je dois dire. C'est un cinéaste que personnellement j'admire et que j'admire depuis désormais un certain temps. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est le fait que trop souvent on pense que l'histoire de l'art n'a à voir qu'avec un certain type de médium, de support, de discipline artistique. Or, il s'agit bien de considérer l'ensemble des pratiques humaines qui ont une dimension visuelle.
je le dis de façon un petit peu large comme ça, et les programmes que nous menons ici à l'INHA sont de cet ordre-là. Je vous rappelle que nous organisons chaque année dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art qui a lieu le premier week-end de juin à Fontainebleau et qui aura lieu à nouveau le prochain premier week-end de juin avec comme pays invité le Japon et le thème le plaisir. Nous organisons une programmation cinéma qui est une programmation importante où Bertrand Mandico avait déjà été invité à présenter un de ses films. Il n'était pas venu personnellement, mais un de ses films avait déjà été présenté. Je vous rappelle également que les éditions de l'INHA publient parfois des ouvrages qui ont à voir avec le cinéma. Je pense en particulier, il y a maintenant 2 ans, je crois, au livre de Delphine, alors je me trompe toujours sur la prononciation de son nom, alors je l'ai écrit, Jikobji, sur l'objet de cinéma. Ça n'est pas forcément l'histoire du cinéma telle qu'elle se fait de façon traditionnelle dans les départements de cinéma des universités, même s'il y a de nombreux croisements, mais c'est beaucoup effectivement de traiter l'histoire du cinéma par des biais, par des marges, par de repenser ces objets. C'est très explicitement le cas de ce livre que je viens de citer. C'est évidemment le cas des objets sur lesquels l'association Kinetras travaille. C'est évidemment le cas du travail de Bertrand Mandico, qui par ailleurs est aussi plasticien ou artiste visuel. Et donc, pour moi, il y a une manière là de redire à quel point on a tout intérêt à s'intéresser aux points aveugles et aux angles perdus des processus artistiques, non seulement pour eux-mêmes, bien entendu, dans un souci historique, sinon je ne serais pas historien de l'art et nous ne serions pas ici à l'Institut national d'histoire de l'art, mais également pour nous-mêmes, dans un souci méthodologique et réflexif, et que ce type de pensée en contrepoint est pour nous, historiens de l'art, travaillant peut-être sur des objets plus traditionnels, c'est le cas de la majorité des historiens de l'art qui sont présents à l'INHA, un exercice extrêmement important parce qu'il nous oblige à nous déplacer, à repenser les objets sur lesquels nous travaillons, à regarder d'autres objets également, et que l'attention qui va être particulièrement portée ce soir j'ai dit marge tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la bonne expression, vous me corrigerez certainement dans votre présentation ou lors de la discussion, marge à la fois visuelle et sonore, aux déchets, aux restes, aux chutes, à tout ce genre de choses, à ce qui est presque invisible dans la production et dans la réception des images. C'est précisément ce qui permet de définir une grande partie du travail de l'historien de l'art. Donc merci à vous, bienvenue à l'INHA pour les 4 prochains mois, bienvenue aux 2 artistes qui sont présents et bienvenue à vous tous pour cette soirée. Merci. Alors il faut que je mette... Vous avez qu'à en prendre un autre. Je dois le mettre ? Oui, ça marche. Okay. Merci beaucoup pour ces mots et j'invite aussi mes coéquipiers de venir ici, de Missing Pieces, parce que je fais porte-parole d'une équipe qui a travaillé depuis longtemps, vous avez compris, à ce projet, qu'on pensait, on avait peur que devenait un missing project, parce que devait partir en printemps, et même aujourd'hui, risque de ne pas se faire, mais finalement non. Du coup, on a la chance d'être là. C'est pour nous l'occasion de se rappeler et de rappeler la beauté de faire les choses en vrai, en présence, de voir les choses en présence et que rien peut substituer vraiment la présence. Aucun outil distanciel pourra vraiment substituer ça. Et je présente très brièvement l'équipe, l'association Kinetras, dont vous voyez ici une sous-partie. C'est une association encore plus grande. Mais ici, on a travaillé avec une sous-équipe composée par moi, Elodie Tamayo, Manon Bio, Federico Lancialonga, Beatrice Tadeo Fuica et Marianne Gomez Rodriguez, à ce projet qui s'appelle Missing Pieces. L'association est une association fondée en 2013 et qui réunit des chercheurs de tout niveau,
comme la définition de Chassé nous va très bien, des artistes et des professionnels du monde du patrimoine sur des questions d'archives audiovisuelles. Et notre approche veut privilégier les sources de première main et les enquêtes sur des corpus inédits ou peu traités de l'histoire des images de mouvement. Et cette association a déjà fait un certain nombre d'événements et a une certaine histoire, une petite histoire, mais elle existe déjà. Notamment, avant de ce grand projet dans lequel on se lance aujourd'hui, notre dernier projet était dédié à la notion de séance, termes et concepts qui ont décliné au pluriel. Et ce grand projet séance que mes collègues, surtout eux, ils ont développé, s'est exprimé en séminaire de recherche, projection et l'édition de 2 ouvrages qui vont bientôt paraître, bientôt, on l'espère, l'année prochaine au moins. Mais sur ça, je vous invite à nous suivre sur notre page internet ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous on est très très actifs. Je dirais, peut-être vous avez déjà nous croisé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est une des grandes expressions de notre activité. Et par contre, le projet qu'on ouvre aujourd'hui, qui s'appelle, et je le cite en entier, pour lui rendre honneur aussi, pour vous faire comprendre le propos de fond, s'appelle Missing Pieces pour une histoire alternative des images animées, rush, double, shoot, test, flux d'images et prise non montée. Mais d'ailleurs, cette liste pouvait continuer. Il y a d'objets qu'on n'a pas mis dans le titre, mais qui continuent à nous venir à l'esprit. Et avec ce projet, nous voulons nous intéresser aux matériaux invisibilisés par les processus de création et de production audiovisuelle, des générations d'images argentiques au flou numérique. Vous comprenez donc que le spectre de cette définition est très large, elle se veut très large, et c'est vrai que le mot marge nous va très bien aussi, et, parce qu'on veut aborder ces objets à la fois comme matière plastique, comme laboratoire autoriel, comme une coulisse technique ou un objet politique. Nous, notamment, on veut se poser une question, c'est-à-dire quel est le statut de ces objets qui sont perdus, écartés, oubliés, cachés, délaissés par un nombre de raisons qui vont de raisons esthétiques, aux logiques industrielles, aux contraintes politiques, ou même par l'hasard de l'histoire, des choses qui se perdent parce que l'histoire les fait perdre leurs traces. Nous pensons donc que ces Missing Pieces invitent à considérer une histoire négative des images animées, et nous voulons donc donner visibilité à ces pièces manquantes, et avec notre résidence, qui, comme disait M. Deschassés, aura lieu à partir d'aujourd'hui, d'octobre jusqu'à fin janvier, et notamment s'articulera dans un cycle de projection, un séminaire de recherche plus académique, on pourrait dire, et une exposition de la salle Longhi qui commencera le 2 octobre officiellement, avec un vernissage qui était prévu a priori pour le 1er décembre. Le 2 décembre, l'exposition qui s'appelle La pièce manquante, qui débutera début décembre, avec ou pas vernissage le 1er décembre, c'est là, selon aussi l'évolution de la situation, comme on sait. Et pour finir, en mot de remerciement, notamment à l'INHA qui a cru dans notre projet et a voulu nous inclure dans ces lignes de recherche des marges. Nous voulons aussi remercier notamment dans l'INHA le service de manifestation scientifique et la communication qui nous épaulent de façon très très attentionnée du début, et c'est comme vraiment une petite famille qui se constitue. Mais aussi des institutions hors INHA qui ont cru dans le projet et nous ont très généreusement soutenus, notamment l'IRCAV de Paris 3, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, le LIRA, Laboratoire international de recherche en art, toujours de Paris 3, et l'Institut ACT de Paris 1. Et comme vous l'avez compris, il n'y aura pas de cocktail et buffet à la fin de cette séance. Nous nous excusons avec vous de ne pas pouvoir vous offrir ce moment convivial. Vous comprenez la raison, on la connaît tous, du coup c'est inutile parler de plus. Je laisse la parole donc à Élodie, qui va présenter plus en détail notre cycle de projection et cette soirée. Merci. Oui, donc un mot sur le cycle de projection qu'on va mettre en place. Il y aura 4 séances au total, donc une séance par mois. Pour vous
Il y aura en gros une partie, la moitié des projections qui vont être centrées sur la notion d'archive. Donc ça va être des films qui explorent des missing pieces, dans le sens où ce sont des films qui travaillent sur des images qui étaient inexcavées ou cachées ou invisibilisées d'une manière ou d'une autre. Donc on invitera Osama Mohamed qui avait fait un film autour des images YouTube de la guerre de Syrie. Et on invitera aussi sur un autre domaine qui est l'histoire des techniques, Isabelle Prime, une artiste qui, elle, travaille sur des archives un peu inédites, et notamment elle avait fait un très beau film autour des archives techniques de Jean-Pierre Boviala, donc pour fantasmer une espèce d'histoire alternative des appareils de cinéma. Et les deux autres rendez-vous qu'on aura en termes de projection s'intéressent plutôt aux archives, pas aux archives, aux coulisses de la création. Et donc dans ce sens-là, on invitera Albert Serra pour une masterclass dans laquelle il nous révélera un petit peu ses techniques de montage notamment. Et c'est aussi tout le sens de cette soirée où on avait pour cette séance l'idée de donner en spectacle, peut-être même de donner en pâture, vous me direz, ce qui d'habitude est pas montré dans un film achevé, donc des rushs, des tests, des matériaux travaillés ou en cours de travail, enfin bref, d'éventrer un petit peu le film clos et de montrer tous ces organes à vif, en gros, à un public. Donc c'est dans ce sens-là, cette idée donc de faire un spectacle de l'inachevé. On a eu l'idée donc d'inviter Bertrand Mandico et son collaborateur musical Pierre Desprats. Et je cite aussi la complicité essentielle de la monteuse Laure Saint-Marc pour donc inventer un Missing Pieces Picture Show, on appelait ça, donc un spectacle autour de leurs matériaux bruts inachevés. La séance, elle va s'organiser en 2 temps. Je vous le dis dans le désordre. Donc, en tout, il y a une projection d'1 heure. Un premier morceau va être le dernier court-métrage de Bertrand Mandico qui s'appelle The Return of Tragedy, qui a été présenté à la Biennale de Venise, à la Mostra de Venise. Et ce film-là est un film achevé, mais qui nous intéressait aussi parce que c'est une autre façon d'imaginer une missing pieces. Vous le verrez, mais donc c'est une enquête autour d'un cadavre, pour le dire simplement. Et donc là, c'est une espèce de missing pieces anatomique où il est question d'ouvrir un corps et voilà, de travailler cette question de missing pieces à même la matière brute d'un mort ou d'une morte. Et l'autre partie de la séance, qui va être donc la première partie, là, on est particulièrement heureux parce que c'est un objet qui a été créé spécialement pour nous, donc c'est une grande joie, voilà, de présenter ça. Et cette fois-ci, il s'agit aussi d'ouvrir un corps, mais d'ouvrir peut-être le corps du film lui-même, quoi, d'éventrer un petit peu cette forme filmique. Et pour ça, donc, Pierre Desprats et Bertrand Mandico ont fait se rencontrer des rushs images et des sortes de rushs musicales qu'ils ont travaillé pour nous offrir une sorte de patchwork, de mosaïque, sur laquelle je ne vais pas vous dire grand-chose pour commencer, parce que je pense qu'au moins on en sait, au mieux c'est. Et parce que en fait, je vais inviter Bertrand et Pierre, à l'issue de ce premier morceau, à venir sur la scène et puis à parler un petit peu de ce matériau, de cette expérience-là. Donc voilà, donc il y aura une prise de parole entre les deux courts-métrages. Et j'invite Bertrand, s'il veut, à dire un petit mot. Merci. Bien, bonsoir. Je vais être bref. Je suis ravi de cette invitation. Et c'est quelque chose pour moi d'assez difficile de montrer des rushs. Quand je dis faussement montés, on a travaillé avec Laure sur une organisation, mais j'ai voulu restituer quelque chose de spontané, hein, par rapport à la fois à des chutes, par rapport à des rushs bruts que je n'ai pas encore montés. Donc c'est vraiment pour moi une sorte de mise à nu. Voilà, moi qui suis pudique, c'est un peu bizarre pour moi de vous montrer ces rushs bruts, ces rushs qui sont pas étalonnés. Et j'ai quand même été habillé par Pierre, quoi. Donc on peut dire que je suis nu avec un masque musical sur le visage. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. Parfait. Merci. Alors, venez.
vous propose un petit interlude parlé qui sera succinct, mais voilà, j'avais envie vraiment de profiter de la présence donc de Pierre et de Bertrand pour dire un mot de l'expérience que vous venez de voir. Peut-être pour commencer, s'il y a un truc qui frappe, j'ai l'impression quand on regarde cet objet, c'est qu'il est plein de plusieurs films possibles, ou de plusieurs films impossibles, je ne sais pas. Et du coup, peut-être qu'on peut commencer par dire un mot de cette matière, de ces différents films dans le film, quelles sont les sources, en gros, de départ. C'est un exercice délicat, hein, puisque le jeu consistait, puisque la projection a eu lieu, il n'y en aura pas d'autres avec ces rushs-là, consistait à montrer ce qu'on ne montre pas, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire les épluchures d'une cuisine, les ingrédients qui attendent d'être cuisinés. Donc c'était un instantané comme ça, faussement organisé, puisqu'on a aussi voulu garder un certain tempo lié au rush. Donc c'est un instantané de ce que je ne montre pas. C'est-à-dire à la fois des résidus, des plans non montés qui sont liés à un projet qui s'appelle Extasus, qui est une succession de 3 clips qui forment une sorte de court-métrage pour M83, Anthony Gonzalez. Donc voilà, ça c'est un film que j'ai tourné il y a un petit moment. Et il y avait des scènes comme ça, des petites séquences qui n'avaient pas été montées, ou des rushs des plans qui avaient été abandonnés, qui avaient une certaine grâce aussi au moment où j'ai pu les découvrir. Et j'avais envie de replonger dans ces rushs-là. Ça c'est la première partie, on pourrait dire. Dans cette partie-là, j'ai aussi montré des collages numériques que je fais, qui me servent à faire des rétroprojections ou des surimpressions. Ces collages numériques, je les ai fait animer, mais de façon extrêmement sommaire, hein, comme un film d'animation des années 70, où ce sont des travelling comme ça qui jouent sur des multiplans. Et c'est vrai que ça, j'avais aussi envie de montrer ces plans-là, qui sont jamais montrés tels quels. Il y a aussi une succession de collages numériques que je peux faire, que j'utilise comme des flashs, souvent comme des images subliminales dans mes films. Et puis ensuite, il y avait un autre morceau. Ça, c'est une commande que j'avais eue du FIFIP, du Festival de Bordeaux, qui m'avait demandé de faire une bande-annonce, un film d'ouverture. Un film que j'ai appelé À rebours, où on voyait des motards dépoignarder un martyr. Et j'avais tourné donc voilà, ces plans-là, effectivement, dans la longueur, parce que c'était un exercice c'était assez concis comme film. Donc sur la longueur, il y avait certains plans que je trouvais assez hypnotiques et que j'aimais beaucoup, mais que j'avais pas pu mettre sur toute la longueur. Et ensuite, il y avait un petit segment où Christophe Beer, ici présent, que vous avez pu admiré en majordome dans Extasus, et puis jouant mon double, cette réalisatrice fumant, que j'ai appelée Huis Womans, donc voilà, c'est des jeux par rapport à rebours. Voilà, donc ce petit segment-là, qui était inédit, j'avais aussi envie de le montrer, parce que je trouve Christophe extrêmement troublant, et j'aimais beaucoup ses rushs, que je n'avais pas pu inclure dans ce film-là. Et ensuite, la deuxième partie, qui est peut-être un peu plus longue, un peu plus dilatée, peut-être un peu plus lassante, je ne sais pas. Là, c'est un film qu'on a tourné, ça fait partie de la collection des films que nous faisons avec Elina Levenson. On a une collection de films comme ça sur 21 ans, au rythme d'un film par an, qu'on autoproduit. Et d'ailleurs, vous allez en voir un terminé juste après. Et donc voilà, ça c'est quasiment un film de vacances que l'on a tourné, et qui va s'appeler Dead Flash. Et là, pour moi, c'était aussi particulier, hein, quand même, parce que j'ai pris vachement sur moi-même. J'espère que c'était pas trop pénible à voir, mais je me suis dit, tiens, c'est amusant
donc c'est un film qui va être en diptyque comme ça, mais je me dis tiens c'est amusant quand je reçois des rushs comme ça, quand je les découvre la première fois, j'ai souvent une émotion, un agacement, il y a des hasards assez étonnants aussi dans ce que je peux voir, et j'avais envie de restituer cet état que je pouvais avoir en recevant les rushs. Et souvent, quand je regarde ces rushs, j'écoute de la musique, et en particulier la musique de Pierre, soit des musiques que Pierre a composées pour les films en question, soit des musiques que Pierre n'a pas encore utilisées, qui sont des que tu me donnes, comme ça en me disant tiens ça, j'en ai rien fait, si ça t'intéresse. Donc voilà, j'ai essayé de reconstituer un petit peu cet état. Et puis après la dernière partie, c'était des étudiants que j'avais filmé à la aide. Ils avaient un exercice autour du décor, du plan séquence, et comme ça j'avais capté avec ma Bolex des petits instants. Donc voilà en gros la matière que vous avez vue, et moi je suis admiratif du travail de Pierre, parce que tu à partir de ces rushs qu'on a organisés, comme je disais avec Laure, tu as organisé tes propres rushs musicaux, et je trouve que ça aide beaucoup ces images, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, peut-être un peu la même question pour toi, Pierre. Quelles ont été les sources en fait sonores qui ont permis d'habiller, comme disait Bertrand, le film? Est-ce que la dimension inachevée, la dimension un peu brute, non travaillée, était quelque chose aussi d'important pour toi, pour cette expérience, ou est-ce que ça consistait au contraire à essayer de donner une forme un peu plus achevée à la projection, voilà. Des questions dans ce sens-là. C'est assez achevé, hein. Enfin, j'aime vraiment le film comme ça, dans son aspect brut. Mais du coup, j'ai commencé par récupérer les matières qui n'ont pas plu à Bertrand, qui n'ont pas trouvé leur place dans le film. Donc les rebuts d'Ultra Pulp, des Garçons Sauvages, pas encore de After Blue, mais il y en a déjà. Et comme pour fabriquer la musique des films, j'ai besoin de beaucoup jouer. Du coup, j'ai beaucoup de choses, des essais, des tests, des enregistrements d'un instrument où je me dis que je pourrais le retrafiquer après. J'enregistre sur des bandes, puis par-dessus. À la fin, ça fait des sortes de bandes de patchwork. Du coup, il y a des trucs où c'est 2 minutes de 6 mois de tests mis bout à bout, et ça tombe de manière hasardeuse assez bien sur les images. J'ai aussi des compositions un peu casting pour des films où j'ai pas été pris. Il y a une chanson que je sais pas trop quoi en faire, du coup j'ai l'impression que je la casse dans tous les interstices pour venir bloquer des tables. Et plein de textures, quoi. Et ça se prête vachement bien aux images de Bertrand, aux flashs, aux bouts de pellicule qui déraillent, aux inserts tranchants, et à toutes tes impressions. J'adore la première partie, quoi. Ça marche assez bien. Et plein de choses qui rentrent pas du tout dans les films, parce que normalement il y a de la voix. Et donc là, c'est boulevard. Donc on peut y aller à fond, quoi. Ça, c'est assez cool. Oui, alors la seule voix que nous sommes autorisés, c'était la voix de Christophe. Et je tiens à préciser que ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré Christophe cet été avec le texte qu'on avait joué, parce que je prends pas de son. Hein. Enfin, c'est un son témoin extrêmement pourri que je peux prendre pendant que je tourne. Et donc j'ai enregistré Christophe, je crois que c'était 2 ans plus tard, sans lui montrer les images, en lui disant voilà, le texte que tu avais, tu peux le rejouer. Christophe l'a rejoué. Sans voir les images, et puis ça s'est quasiment calé à la perfection, hein. Ça c'est vraiment Christophe, c'est un vrai métronome, on pourrait dire, du jeu. Ça c'était assez impressionnant. Voilà, ça flotte un peu par moment, mais ouais, ça on s'est autorisé, voilà, de conserver juste cette voix-là à ce moment-là. Mais pour moi, c'était pas évident, cette invitation. Elle était extrêmement tentante, et en même temps, quand on fait un film, on a envie qu'il soit au mieux. Enfin voilà, la narration c'est une chose, mais en tout cas finir l'étalonnage, travailler sur le non-ennui, sur la dynamique, etc. Or là, c'était plus lâche. C'était ça l'exercice. Et en même temps, moi, ça me confortait dans mes enfin en tout cas j'allais au bout de mon questionnement par rapport à l'achèvement des films. Je suis le premier à pester quand on achève un film d'Orson Welles par exemple.
ou quand on fait un documentaire sur des rushs de Clouseau. Ça m'ennuie, quoi. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on se réapproprie cette matière pour essayer de façon pragmatique, de rationaliser ces rushs, d'en faire un film qui soit pas ennuyeux, etc. Or, je trouve que le cinéma a droit à l'inachevé, que le cinéma peut être aussi montré dans ces rushs un peu bruts comme ça. Et c'est vrai que Wells n'ayant pas fini ses films, moi j'aurais bien aimé voir ce que lui avait monté et puis voir après ces rushs flottants derrière comme des traînes de mariés, quoi. De la même façon pour Clouseau, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de commentaires qu'on m'explique comment s'est fait le tournage, et j'aime bien l'idée de me perdre dans les rushs. Et j'ai l'impression que, alors là ils sont organisés, mais je suis vivant, quoi, donc je peux le faire. Et mais j'essaye tout de même de pas trop forcer, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée de l'inachevé, et j'espère qu'un jour le cinéma assumera ce côté inachevé, voilà, qui pour moi en plus fonctionne très bien avec l'idée de la pellicule, du rush, etc. C'est notre projet secret à nous aussi. Et il y avait autre chose d'ailleurs qui nous avait, je sais pas, motivé, on va dire, pour vous inviter aussi, c'est que notre cycle, voilà, qui s'appelle Missing Pieces, mis l'accent sur ce qui manque, sur le vide. Et on se disait que néanmoins, c'était un des paradoxes, quoi, du départ du projet, c'est que ces pièces qui manquent, en fait, elles sont pléthoriques, et elles sont gigantesques, et elles sont dans l'excès, et elles sont en effet dans l'excentrique. Et du coup, ça nous intéressait de vous convoquer aussi, vous, qui travaillez ce qui manque par du surplus d'images, du flash, de la surimpression, du du plein, quoi. Donc c'était aussi un des points de départ de cette invitation. Et ça me permet de faire une transition parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc une transition vers un autre plein, un autre truc qui déborde et qui est donc le second court-métrage qu'on va regarder à présent, The Return of Tragedy. Peut-être que vous avez envie d'en dire un mot avant qu'on lance la projection. The Return of Tragedy fait partie de cette collection de films, donc qu'on a initié avec Elina, et j'allais dire que ça a été pendant longtemps un Missing Pieces. C'est un film que j'ai tourné dans la foulée de la post-production des Garçons Sauvages, et c'était comme un défouloir en quelque sorte. Il y avait bien sûr un scénario, voilà, c'était à New York, on a convoqué des amis, et pas mal d'acteurs assez étonnants. Et j'avais un scénario extrêmement qui joue sur la répétition, justement. Donc il y a l'idée du rush quand même, hein. Puis après on a eu des problèmes de pellicule, donc voilà, vous allez voir, l'image est aussi altérée, mais il y avait l'idée de la répétition. Et puis aussi j'avais été mis au défi par Al Hartley, qui nous a aidé aussi en partie à faire ce film, qui me racontait que lui maintenant il tournait plus que des séries, et qui tournait un épisode de 25 minutes en 3 jours, quoi. Et je me suis dit, moi aussi, je vais faire mon épisode de 25 minutes en 3 jours. Donc, je m'étais mis comme ça au défi de tourner ce petit film en 3 jours. Et avec très peu de moyens, hein, avec très peu de pellicules. Et ce qui a été assez amusant dans ce travail avec les acteurs, où il y avait beaucoup de textes, comme vous allez voir, c'est que je mettais les acteurs sur pause, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pouvais me permettre ça avec eux. C'était assez étonnant, ils jouaient le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je tournais ma scène et je leur disais stop, donc ils se figeaient. Je changeais d'axe, enfin vraiment comme un débutant qui sait pas que le montage existe, et je leur disais vous allez reprendre 2 répliques avant, et on va continuer comme ça pour faire des économies de pellicule. Et c'est comme ça que ce film a été tourné. Et c'était aussi, je me libérais en quelque sorte, si des Garçons Sauvages, de quelque chose d'extrêmement travaillé. Je voulais être dans une matière brute, aussi travailler dans un esprit de cinéma underground new-yorkais, ou de cinéma de genre un peu crade. Enfin voilà, donc voire d'épisodes de séries télé. J'ai un peu travaillé comme ça ce court-métrage qui garde son aspect brut, je pense. Et voilà, donc ce que je peux dire. Et il y a des musiques de Pierre, bien sûr. Très bien, alors on va s'arrêter là. Juste pour info, cette dimension brute, inachevée, ou qui déborde un peu du cadre d'un film, elle va justement se retrouver sur scène au Théâtre des Amandiers à partir de janvier. Voilà, donc ce sera une façon de
de continuer ce foisonnement. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Ben, nous non plus. Un film est en train de se faire, normalement. Voilà. Ben, merci. Merci.